un braqueur de banque et un trafiquant d'argent, a déstabilisé les plus grandes institutions bancaires du monde. Pendant plus de 20 ans, il a perturbé l'ordre établi de la France en détournant des millions de dollars. Et pourtant, cet homme a continué de vivre modestement, exerçant le métier de maçon avec un salaire misérable. Pourquoi prenait-il de tels risques, s'il n'en profitait même pas? Où est passé tout cet argent détourné? Préparez-vous à découvrir une histoire fascinante où se mêlent de courage, audace et idéaux révolutionnaires. L'homme, surnommé le Robin des banques modernes, vous entraînera dans un récit captivant de stratégies brillantes, de poursuites haletantes et d'une lutte incessante contre l'injustice. Un homme qui a défié les puissants au nom de ses convictions. Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Espace Merveilleux. Lucio Urtubia est né en 1931 dans une famille paysanne modeste à Cascante, en Espagne. Son enfance a été marquée par la rudesse de la vie rurale et les privations imposées par la guerre civile espagnole. Cette guerre, qui opposait les républicains aux nationalistes menés par Franco, a bouleversé son enfance et forgé en lui une aversion pour les injustices et une défiance envers les autorités établies. Son adolescence a été marquée par un événement tragique. À l'âge de 14 ans, son père tomba gravement malade d'un cancer. La famille, trop pauvre, ne pouvait ni payer les soins hospitaliers, ni acheter des médicaments pour calmer ses douleurs intenses. Un jour, son père demanda à Lucio d'aller solliciter une aide financière auprès de son patron. Cependant, à la grande surprise de Lucio, le patron lui a répondu avec mépris. « Je n'ai pas d'argent à donner à ton père. Ici, ce n'est pas un service d'aide sociale. » Ces mots brutaux ont frappé Lucio comme un coup de poignard, en voyant son père en train de mourir devant ses yeux. Cet épisode a forgé en lui une profonde aversion pour les injustices sociales et une haine tenace contre les riches et les capitalistes. À l'âge adulte, Lucio fut enrôlé de force dans l'armée franquiste. Malgré son aversion pour ce régime autoritaire, il a cherché initialement à tirer profit de sa situation. Son objectif était d'intégrer l'équipe chargée de la distribution des produits alimentaires et fournitures aux soldats. Une fois dans cette position, Lucio a proposé à ses camarades de voler des produits en petite quantité pour les revendre à prix compétitif sur le marché noir. Ces vols mineurs leur permettaient de se constituer un peu d'argent de poche. Cependant, un jour, la direction de l'armée a effectué un inventaire complet du stock et découvrit que de nombreux produits avaient disparu. L'équipe entière en charge de la distribution fut arrêtée. Heureusement pour Lucio, il était en congé au moment des arrestations. Lorsqu'il apprit la nouvelle, il comprit qu'il risquait une peine de prison et prit la décision radicale de déserter. Il s'enfuit en France, un tournant décisif dans sa vie. C'est à cette époque qu'il a fait la rencontre d'un homme qui allait marquer sa vie, Francisco Sabaté, surnommé El Kiko. Ancien combattant et figure emblématique de l'anarchisme espagnol, El Kiko était recherché par les autorités espagnoles et avait trouvé refuge en France. Ses camarades anarchistes ont proposé à Lucio d'abriter El Kiko chez lui, car Lucio n'avait pas d'antécédents criminels en France, ce qui rendait cette cachette moins suspecte. Lucio accepta avec enthousiasme. Admirateur déclaré d'El Kiko, il considérait cet homme comme une idole. Les deux hommes sont devenus rapidement amis proches. Au fil des discussions, El Kiko a confié à Lucio qu'il avait été un braqueur de banque à main armée en Espagne et qu'il avait réussi à faire passer ses armes en France. Intrigué, Lucio écoutait avec attention les récits de son ami. Un jour, El Kiko proposa à Lucio de lui enseigner l'art des braquages. Selon lui, ces actions n'étaient pas simplement des crimes, mais des actes de rébellion contre un système oppressif. Au départ, Lucio était très hésitant. L'idée même de tenir une arme à feu le terrifiait, et il était encore plus effrayé à l'idée de pointer un pistolet sur la tête d'un employé de banque. Cependant, sous la tutelle rassurante d'El Kiko, il finit par dépasser ses peurs. La présence de son mentor lui insufflait une grande confiance, et ensemble, ils ont orchestré plusieurs braquages couronnés de succès. L'argent dérobé lors de ces opérations était soigneusement réparti en 3 parts distinctes. Une première part était consacrée à financer la promotion de l'idéologie anarchiste, notamment à travers des publications et des réseaux de soutien. Une deuxième part servait à venir en aide aux prisonniers politiques, fournissant des fonds pour leurs familles ou facilitant leur évasion. Enfin, la troisième part était destinée à leur propre subsistance, bien que Lucio et El Kiko vivaient très modestement suivant leurs principes. Cependant, le nom d'El Kiko continuait de faire trembler les autorités espagnoles. Quelques informations ont indiqué que le célèbre anarchiste pourrait se cacher en France. El Kiko sentit le vent tourner. Il était certain que les autorités françaises allaient bientôt lancer un avis de recherche à son encontre. S'il était capturé, il risquait d'être extradé en Espagne où une mort certaine l'attendait sous le régime franquiste.
Sur les conseils de ses camarades, El Kiko prit une décision pragmatique et difficile. Il se livra volontairement à la police française, demandant à purger sa peine en France plutôt que d'être renvoyé en Espagne. Les autorités françaises ont accepté et il était incarcéré dans une prison française, loin de la dictature franquiste. Après avoir purgé sa peine, El Kiko, contre l'avis de ses camarades, décida de retourner vivre en Espagne. Tous ont tenté de le dissuader, affirmant que ce serait une condamnation à mort. Mais El Kiko, fidèle à son esprit rebelle, était déterminé à rentrer. Dès qu'il franchit les frontières espagnoles, un violent affrontement éclata entre lui et les forces de police espagnoles. Dans un échange de tirs intenses, El Kiko trouva la mort. Cette tragédie laissa une marque profonde sur Lucio. La mort de son mentor et ami le poussa à poursuivre leur lutte avec encore plus de détermination, transformant sa colère en une force motrice pour ses futures actions révolutionnaires. Lucio a arrêté de tenter de nouveaux braquages après la mort d'El Kiko, et pour survivre, il travaillait comme maçon le jour, mais consacrait ses nuits à des activités militantes et clandestines. Il participa à des actions telles que le transport de fonds pour soutenir des causes révolutionnaires et l'organisation de réseaux de soutien pour les exilés politiques. Cette période a forgé son engagement et sa volonté de combattre l'injustice par tous les moyens possibles. Pour promouvoir l'idéologie anarchiste, Lucio et ses camarades s'étaient redonné une mission ambitieuse, produire et diffuser des publications imprimées dénonçant les injustices sociales et appelant à un monde libéré de l'oppression. Ces articles, diffusés dans toutes les grandes villes, étaient redevenus un outil crucial pour rallier de nouveaux partisans à leur cause. Mais ces impressions avaient un coût, et ce coût était principalement couvert par l'argent volé lors des braquages orchestrés par Lucio et El Kiko. Après la mort tragique d'El Kiko, Lucio décida de suspendre les braquages. Cependant, cette décision a eu des conséquences immédiates. Les fonds nécessaires à la production des publications ont commencé à manquer. Très vite, le groupe se retrouva face à une impasse financière. Sans argent, la diffusion de leurs idées, pierre angulaire de leur lutte, risquait de s'éteindre. Lucio, toujours animé par une ingéniosité hors du commun, a eu alors une idée audacieuse, créer leur propre imprimerie pour réduire les coûts et devenir autonome. Avec cette ambition, lui et ses camarades se présentèrent dans une banque pour demander un prêt. Mais leur espoir fut rapidement brisé. Les banquiers ont refusé catégoriquement leur requête. Aux yeux de la banque, Lucio n'était qu'un simple maçon sans ressources, et ses camarades, de simples chômeurs sans avenir. « Vous n'avez aucune garantie pour rembourser ce prêt », leur lança le directeur avec un sourire glacial avant de les congédier. Ce refus ne fit qu'attiser la détermination de Lucio. Dans un mélange de colère et de défi, il prit une décision aussi risquée que symbolique. Si la banque refusait de financer leur projet, ils prendraient eux-mêmes ce qu'ils considéraient comme leur dû. Dès le lendemain, Lucio et ses camarades ont organisé un braquage de cette même banque. L'opération a été minutieusement préparée et leur audace fut récompensée. Ils ont réussi à dérober une somme colossale, suffisamment importante pour acheter de grandes imprimantes et lancer leur propre maison d'édition. Ce geste, aussi osé que provocateur, est devenu une légende parmi les cercles anarchistes. À travers cette imprimerie, ils ont pu continuer à propager leurs idées, transformant le refus arrogant de la banque en une victoire éclatante pour leur cause. Pour Lucio, ce n'était pas qu'un simple vol, c'était une manière de rappeler que l'argent des puissants pouvait toujours être retourné contre eux pour servir les opprimés. Un jour, animé par son esprit rebelle, Lucio a eu une idée audacieuse qui allait une fois de plus repousser les limites de l'impossible, falsifier des cartes d'identité et des passeports espagnols. Son objectif n'était pas de s'enrichir ou de fuir, mais de venir en aide à ses camarades anarchistes, exilés ou recherchés par la police, pour leur permettre de circuler librement entre l'Espagne et la France, et de mener leurs activités sans être inquiétés. Lorsque Lucio partagea son idée avec ses camarades, leur réaction fut unanime. Ils éclatèrent de rire. Falsifier des documents officiels espagnols? Cela relevait de la folie pure. C'est impossible, Lucio. Ces papiers sont infaillibles, lui lança l'un d'eux. Mais Lucio, habitué à transformer le scepticisme en opportunité, refusa de se laisser décourager. Convaincu qu'aucune barrière n'était insurmontable, il se mit en quête d'un expert en falsification parmi les cercles anarchistes. Après des semaines de recherche, il trouva enfin un allié, un maître dans l'art de la contrefaçon. Ensemble, ils se sont lancés dans ce projet insensé. Leur travail acharné a porté ses fruits. Ils ont produit des dizaines, puis des centaines de faux passeports et cartes d'identité. Ces documents étaient si parfaits que même les autorités espagnoles et françaises, réputées pour leur vigilance, ne pouvaient détecter la supercherie. Les amis anarchistes de Lucio ont pu ainsi voyager librement, effectuer des transactions administratives et poursuivre leur lutte, protégés par cette nouvelle identité. Cette réussite
aussi risquée qu'ingénieuse, a fait de Lucio une légende parmi les siens. Mais l'esprit de Lucio ne se contentait jamais du succès passé. Pendant cette période, les tensions entre Cuba et les États-Unis ont atteint leur paroxysme au cœur de la guerre froide. Solidaire de la révolution cubaine, Lucio a cherché des moyens de soutenir Cuba face à son puissant voisin. Un jour, il proposa à son camarade expert « Si nous avons pu falsifier des documents officiels, pourquoi ne pas créer de faux billets en dollars ?» Imagine, des millions de faux billets injectés sur le marché, provoquant l'effondrement de la valeur du dollar et frappant l'économie américaine en plein cœur. L'idée, bien que téméraire, était séduisante. Après des mois de travail acharné et de perfectionnement, ils ont réussi à produire des billets si réalistes qu'ils défiaient toute détection. Pour tester leur œuvre, Lucio se rendit dans une banque française avec quelques faux billets. Il les a échangés contre des francs français sans le moindre problème, prouvant ainsi la redoutable qualité de leur contrefaçon. Cependant, avant de se lancer dans une production massive, Lucio voulait avoir l'avis d'un homme qu'il admirait profondément, Ernesto Che Guevara, alors ministre de l'Industrie et de l'Économie de Cuba. Grâce à ses contacts, Lucio a obtenu une rencontre avec l'ambassadrice de Cuba en France. Lors de leur entretien, il lui exposa son plan audacieux et lui montra les faux billets. Impressionnée, l'ambassadrice a accepté d'organiser une rencontre avec Che Guevara, qui devait bientôt passer par la France. Lorsque le jour tant attendu est arrivé, Lucio se retrouva face à l'icône révolutionnaire. Avec passion, il a expliqué son projet, espérant que Che Guevara partagerait son enthousiasme. Mais la réponse était cinglante. Che Guevara, sceptique et presque méprisant, lui a répondu « Cette proposition débile n'aura aucun impact sur l'économie américaine ». Ces mots brutaux mirent fin au rêve de Lucio. Malgré sa motivation, il a décidé d'abandonner ce projet. Pourtant, il faut souligner une chose essentielle. Lucio n'a jamais poursuivi ses initiatives pour son enrichissement personnel. Durant toute cette période, il a continué à travailler en tant que maçon. Chaque billet volé, chaque document falsifié, chaque idée audacieuse visait un seul but, combattre l'injustice et défendre ses convictions. Lucio était bien plus qu'un simple criminel ou un faussaire. Il était un idéaliste prêt à tout pour un monde plus juste, quitte à marcher sur la corde raide de la légalité. L'idée d'un coup audacieux contre la Citibank germa dans l'esprit de Lucio, lorsque la célèbre institution bancaire lança ses chèques internationaux. Ces documents, conçus pour faciliter les transactions des voyageurs à travers le monde, symbolisaient à ses yeux l'apogée du capitalisme oppressif, un système qui écrasait les plus faibles pour enrichir les puissants. Animé par une détermination sans faille et un talent inégalé pour la falsification, Lucio décida de transformer cet outil emblématique en une arme contre le système. Les chèques de voyage de la Citibank, acceptés dans les banques et commerces du monde entier, étaient réputés pour leur sécurité et leur fiabilité. Mais pour Lucio, rien n'était inviolable. Avec son réseau d'anarchistes dévoués, il entreprit de créer des répliques parfaites de ces chèques. Chaque détail a été minutieusement reproduit, les filigranes, les signatures et les numéros de série. Après des semaines de travail acharné dans son atelier clandestin, les faux chèques étaient si convaincants qu'il passait sans difficulté dans les contrôles les plus rigoureux. Lucio ne s'arrête pas là. Il savait que pour que son plan réussisse, il devait orchestrer une opération internationale. Il a créé un réseau de militants, d'intermédiaires et de complices, répartis sur plusieurs continents. Ces derniers étaient chargés d'encaisser les chèques dans différentes succursales et de récupérer l'argent liquide. L'opération, soigneusement coordonnée, s'est déroulée à une échelle sans précédent. En quelques mois, la Citibank fut victime d'une perte colossale, estimée à plusieurs millions de dollars. Mais contrairement à ce que beaucoup auraient pu penser, cet argent n'atterrit jamais dans les poches de Lucio ou de ses complices. Fidèle à ses principes, Lucio redistribua chaque centime pour financer des causes qu'il jugeait justes. Les fonds ont été utilisés pour soutenir des mouvements révolutionnaires à travers le monde, secourir des familles démunies et aider des camarades anarchistes emprisonnés. À ses yeux, ce n'était pas un vol, mais une restitution des richesses confisquées par un système injuste. Le coup contre la Citibank a fait grand bruit. Alors que la banque cherchait désespérément à comprendre comment son système de sécurité avait été contourné, Lucio restait dans l'ombre, insaisissable. Pour lui, cet acte n'était pas seulement une prouesse technique, mais un message clair. Même les institutions les plus puissantes pouvaient être vulnérables face à une cause juste et des convictions inébranlables. Un jour, un camarade de Lucio lui a proposé une opportunité qui semblait trop belle pour être vraie. Un Américain, décrit comme digne de confiance, se disait prêt à acheter les faux chèques de Citibank à hauteur de 30% de leur valeur nominale. Cela signifiait qu'un lot de chèques d'une valeur totale de 3 millions de dollars serait échangé contre 1 million de dollars en liquide. Cet arrangement promettait un avantage crucial, permettant d'éviter les risques liés à l'encaissement direct dans les banques.
Lucio, méfiant de nature et conscient des dangers qui entouraient leurs activités, a hésité longuement. Il a demandé à ses camarades d'enquêter discrètement sur cet Américain afin de s'assurer qu'il n'était pas un agent infiltré. Pendant plusieurs jours, ses compagnons ont surveillé les moindres mouvements de l'homme. Rien de suspect n'a été détecté. Il semblait être exactement ce qu'il prétendait. Rassuré, Lucio finit par accepter l'offre. Un rendez-vous a été fixé dans un café parisien pour conclure l'échange. Lucio, toujours prudent, a préparé méticuleusement la rencontre. Il se présenta au lieu convenu avec une mallette remplie de faux chèques, prête à finaliser le marché. Mais à peine avait-il remis la mallette que l'impensable se produisit. L'Américain, loin d'être un simple acheteur, était en réalité un inspecteur de police. Une brigade surgit de nulle part, et Lucio fut arrêté sur le champ. Le procès de Lucio s'annonça comme un événement majeur, attirant l'attention internationale. Citibank, furieuse de l'ampleur des pertes subies, a mobilisé une armée d'avocats déterminés à le faire condamner à perpétuité. Mais un élément inattendu a bouleversé les plans de la banque. Même après l'arrestation de Lucio, les faux chèques ont continué à apparaître et à circuler dans le monde entier. Ses camarades, refusant de capituler, ont intensifié leur production et leur distribution, transformant cette affaire en un cauchemar sans fin pour Citibank et les autorités. Ce réseau clandestin exerçait une pression croissante sur la banque, qui voyait son image ternie et ses pertes financières se multiplier. L'objectif des compagnons de Lucio était clair, forcer la banque à retirer sa plainte pour obtenir sa libération. Contre toute attente, cette stratégie a porté ses fruits. Après des semaines de négociations acharnées, un compromis a été trouvé. Citibank a accepté de retirer sa plainte, à condition que Lucio s'engage à cesser toute activité frauduleuse liée à la banque. Ce dénouement improbable a permis à Lucio d'éviter la prison, mais a renforcé également sa légende en tant que maître stratège de la lutte contre les puissances capitalistes. Après avoir évité la prison grâce à ce compromis inattendu, Lucio poursuivit sa vie avec un mélange d'audace et de discrétion. Bien qu'il a officiellement cessé ses activités frauduleuses contre Citibank, son combat pour la justice sociale et son engagement envers les causes anarchistes ne faiblirent jamais. Il a continué à aider les opprimés de manière moins spectaculaire, mais tout aussi déterminée, restant fidèle à ses idéaux jusqu'à la fin de sa vie. Lucio, surnommé le Robin des banques modernes, s'éteignit paisiblement en 2020 à l'âge de 91 ans. Son héritage reste controversé. Pour certains, il était un criminel. Pour d'autres, un héros révolutionnaire qui a osé défier un système qu'il jugeait injuste. Quoi qu'il en soit, son histoire ne laisse personne indifférent. Que pensez-vous de Lucio? Était-il un visionnaire justifié dans ses actes, ou ses méthodes dépassaient-elles les limites de la raison? Dites-nous votre avis dans les commentaires, nous serions ravis de connaître vos points de vue. Si vous avez apprécié cette histoire incroyable, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour découvrir d'autres histoires fascinantes. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.